Le journal de Télémiroir, ça y est, c'est parti, avec Philippe ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pierre-Paul. Vous allez nous parler de la base aéronavale qui reçoit une escadrille belge, mais qui va fermer. Ce sera en 2011 et quelles peuvent être les conséquences. On va beaucoup travailler là-dessus dans les jours à venir, dans tous les cas. Et on a d'ores et déjà rencontré quelques-uns des acteurs de cette fermeture. Les jeunes agriculteurs du Gard préparent leur assemblée générale et puis deux rencontres dans ce journal. Une avec Jean Franval, une autre avec Jean-Michel Cavalli. Puis tiens, j'en ajoute une troisième avec votre invité Jérémy Brunet, qui fait partie de l'équipe de Demande-moi de m'arrêter. Voilà, alors Demande-moi de m'arrêter. On se moque d'eux évidemment avec ça, puisqu'ils n'arrêtent pas de continuer. Ils sont assez plus étranges, ils demandent, ces et gens. non, Voilà. moi ils s'arrêtent. Plus ils demandent, plus ça veut dire qu'ils continuent. C'est à vous, continuez donc Philippe. Nous démarrons avec effectivement la base aéronavale de Nîmes-Garons, prise en pleine tourmente politique, qui accueille en ce moment l'escadron de l'armée de l'air belge. Les chasseurs F-16, bien intégrés aujourd'hui dans plusieurs des grands commandements de l'US Air Force et dans les forces aériennes de divers autres pays, seront logés sur la base militaire avec pour objectif d'effectuer des manœuvres avec le porte-avions Charles de Gaulle. Nicolas Peichino et Pierre-Paul Castelli sont allés à la rencontre des Fighting Falcon, capables d'emporter une charge offensive de presque 7 tonnes répartie sur 9 points d'attache externes, et devenus l'épine dorsale de l'US Air Force. Vous l'avez peut-être vu ou entendu aujourd'hui dans le ciel nîmois, le fameux F-16 américain. Depuis le début de la semaine, la BAN accueille un escadron de l'armée de l'air belge équipé de 5 F-16. Nos équipages ont besoin de s'entraîner sur des zones différentes du pays habituel. Et donc on se déploie ici. Les conditions météo sont excellentes et nous avons un exercice d'entraînement avec les forces françaises et canadiennes. Des manœuvres qui s'effectuent notamment avec le porte-avions français, le Charles de Gaulle, dans le cadre d'exercices communs. Il participe à la remise en condition du porte-avions Charles de Gaulle qui est sorti d'indisponibilité pour entretien de longue durée il y a quelques mois et qui a repris la mer ces derniers mois et qui entame une phase d'exercice pour se remettre en condition et être apte à assurer toutes ses missions en Méditerranée comme en océan Indien. Concurrent direct du Rafale français, le F-16 belge a cependant subi quelques modifications. C'est un avion américain, mais on a aussi, c'est le seul qui est équipé d'un système Carapace fabriqué par Dassault. Et Dassault, ce sont des contre-mesures électroniques, ça nous permet de savoir si un radar nous observe. Et donc c'est ces petites antennes qui sont situées là au-dessus, les petits bouts blancs, qui ont été installés sur cet avion américain. Et donc on est les seuls à avoir un avion américain avec du matériel français de pointe dans l'appareil. Le F-16 est un avion construit en très grande quantité et en permanente évolution. Il y en a 4400, ça veut dire que chaque fois qu'on fait une intervention sur l'avion, chaque fois qu'on veut introduire un nouveau système, les coûts sont divisés par 4400. Et donc nous avons nos ingénieurs belges qui ont travaillé énormément dans cet avion depuis 30 ans. Nous étions les premiers d'ailleurs à en faire l'acquisition et cet avion est à moitié européen, à moitié américain. Le colonel belge Luc Génard ne cachait pas son plaisir et félicitait d'ailleurs l'accueil sur la base nîmoise, pourtant voué à fermer prochainement. Istres n'est pas trop loin et l'Europe est grande quand même, l'Europe s'agrandit, on travaille ensemble et il y a pas mal de pistes, mais l'accueil ne sera pas le même. Vous allez le regretter. Oui, on viendra autrement. C'est donc en camp de vacances qu'il faudrait peut-être imaginer recycler la base aéronavale. C'est une idée, on la laissera à Nicolas Peichino. En tout cas, c'est un dossier qui n'en finit plus d'agiter le landerneau local avec les prises de position des uns et des autres, notamment par exemple de Jean-Paul Boré cet après-midi, donc qui appelle à la réunion du comité de défense mis en place l'année dernière par Jean-Paul Fournier, le sénateur maire de Nîmes. Il appelle à une réunion d'urgence de ce comité pour aller défendre le dossier de la tour de contrôle de Nîmes-Garons auprès du Premier ministre François Fillon. Nous aurons l'occasion de rencontrer notamment vendredi soir sur ce plateau Yvan Lachaud. Nous avons évoqué tout à l'heure avec le président du Conseil général du Gard, Damien Alary, ce dossier de la BAN. Et puis nous avons rencontré ce matin Alain Dalmas, c'est le maire de Garons, le maire qui lui n'a certainement pas demandé, c'est ce qu'il nous a dit au micro, la fermeture de la base aéronavale, le départ des marins, mais simplement
un aménagement en termes de bruit, puisque la venue du Rafale, l'avion certainement le plus bruyant sur la planète, causait beaucoup de soucis aux riverains. Garon est tout proche de la piste d'atterrissage de la base. Donc le micro, nous l'avons tendu à Alain Dalmas, mais également à Frédéric Payas, le commandant en second de la base aéronavale, qui revient lui aussi sur la fermeture prochaine de la base. Alors la marine quittera la plateforme. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura plus de base aéronautique navale, il n'y aura plus de contrôle aérien fourni par la marine nationale, il n'y aura plus de sécurité incendie fournie par la marine nationale, la sûreté ne sera plus assurée par la marine nationale, donc nous allons quitter complètement la plateforme. Je pense que la piste fermera dans la foulée. Une autre organisation sera à trouver si l'aviation civile veut, l'aviation civile et les collectivités locales veulent ensemble maintenir une plateforme à Nîmes-Garons. Ça veut dire que la tour de contrôle sera vidée. Voilà. La tour de contrôle sera fermée au départ de la marine en 2011. C'est très clair. Je ne vois pas d'autre alternative pour le moment. Alors nous sommes avec Monsieur Dalmas, l'homme par qui peut-être une forme du scandale arrive. On dit beaucoup de choses sur Garon, on dit beaucoup de choses sur vous, on dit beaucoup de choses sur les élus de Garon qui auraient ouvertement, voire en sous-main, œuvré pour que finalement la base aéronavale s'en aille. Alors est-ce que c'est vous, l'élu, les élus, qui se sont battus pour faire partir l'aéronavale? Non, écoutez, là, c'est un grand honneur que vous me faites de me dire que c'est grâce à nous que la base s'en va, parce que c'est tout à fait faux. Je pense qu'un petit maire que je suis d'une petite commune de moins de 5000 habitants n'a pas grande importance, si vous voulez, en haute sphère. Nous étions pour que la base reste. La base est là depuis 64, donc elle ne nous dérangeait pas du tout dans la base comme elle était. Ça c'est un peu compliqué, si vous voulez, c'est quand il est arrivé le problème des rafales. Donc le problème des rafales, là, ça nous a fait du souci, parce que ça faisait du bruit, ça faisait de ci et de là, et la population n'était pas du tout à fait d'accord pour que Garon prenne tout ce bruit. Et moi, quand on me dit, ouais, Garon, le maire de Garon et compagnie, mais ils me font un honneur que je ne mérite pas. c'est quelque chose... On vous a un peu instrumentalisé, en fait. Voilà. On a peut-être un peu fait du cinéma autour de nous. On a peut-être essayé de dire ils ont fait. C'est vrai qu'on s'est défendu. La commune de Garon s'est défendue. Le comité de défense s'est défendu parce que nous ne voulions pas de bruit. Nous voulions vivre tranquillement. Voilà, nous aurons l'occasion de revenir dans une émission plus complète. Ce sera mercredi prochain, Philippe, sur cette fermeture de la base de Garon, donc avec l'avis des uns et des autres, notamment par exemple celui de Damien Larry que l'on recevait tout à l'heure sur le plateau. Mais vous avez entendu comme moi que le président du Conseil général en a profité de sa venue sur le plateau de Télémiroir pour faire une annonce. Si vous avez raté l'émission tout à l'heure, elle sera en rediffusion, mais on vous en a extrait cette partie. Vous allez voir, ça concerne la ville de Nîmes. Effectivement, si on le souhaite, je pourrais être celui qui jouera un rôle important et peut-être le premier à Nîmes avec une équipe très soudée, très large, et pour essayer de remporter cette ville et d'aller aux commandes. Bon, c'est pas une histoire d'homme, et je n'ai rien contre le maire de Nîmes en tant qu'homme, parce qu'on a plutôt de bonnes relations, mais je ferai tout ce qu'il faudra pour essayer de gagner cette ville avec mon parti et la gauche, avec la gauche rassemblée. Et j'aimerais qu'elle le fasse, que ce soit derrière moi ou derrière quelqu'un d'autre. Ceux qui le voudront en tous les cas avec moi, si je le décide, j'y mettrai toute ma passion et tout mon cœur. En disant que je ne ferai pas les deux. Ça veut dire que je partirai bien sûr du Conseil général. Voilà. Voilà, vous l'avez entendu, c'est clair. Bien sûr, il y aura, Philippe, toute la procédure du Parti socialiste. Il faudra qu'il soit choisi par les militants du Parti socialiste, mais en tout cas, il pourrait faire acte de candidature pour cette candidature à la mairie de Nîmes. Voilà. C'est dit. C'est dit. On sait l'attachement aussi du président pour le milieu agricole. Les jeunes agriculteurs tiendront pour leur part leur assemblée générale à Maine le lundi 23 février prochain. Parmi les problèmes évoqués, celui de la mutualisation des besoins qui devrait permettre des économies d'échelle. C'est une disposition qui est cependant loin d'être transversale dans le monde de l'agriculture. Un reportage de Marion Ponté et Alain Belon. Le monde change et les jeunes agriculteurs aussi. Ces derniers souhaitent en effet montrer un visage moins revendicatif que les années précédentes lors de leur assemblée générale le 23 février prochain à Maine. La mise en commun du matériel, il y en a très peu qui y pensent. Et c'est à notre avis, nous jeunes agriculteurs,
À l'heure actuelle, c'est à notre avis le seul moyen où pécuniairement on peut encore récupérer un peu de marge là-dessus. Pour prendre le cas viticole, on voit des machines à vendanger qui valent 100 ou 120 000 euros, qui sont neuves, qui peuvent faire 100 ou 150 hectares par an. Et on s'aperçoit que sur l'exploitation, elle fait 50 ou 60 hectares. C'est un peu dommage que personne ne pense d'acheter en commun et de travailler sur des surfaces beaucoup plus grandes, quoi. L'agriculture se remet en question à 90%. Les jeunes agriculteurs veulent désormais se réorganiser avant de demander l'aide de l'État. On l'aura compris, les CUMA, coopératives utilisation du matériel agricole, repose sur le partage du matériel. Xavier Fabre, le président des jeunes agriculteurs du Gard, pousse la réflexion jusqu'au partage des tâches entre zones agricoles. On espère que ça va me faire réfléchir quelques-uns et ça sera peut-être pas immédiat, mais que d'ici 1 an ou 2, quand il faudra renouveler une machine à vendanger ou une moissonneuse-batteuse, peut-être on essayera de voir plus gros, de voir une plus grosse machine, avec un plus gros moteur et pour faire plus de superficie, mais par contre l'acheter à 2 ou 3 avec les voisins et de vendanger avec les voisins ensemble, quoi. Des idées ressortiront sans doute de l'Assemblée, même si certaines les qualifient de déjà-vues. Au final, le secrétaire général des jeunes agriculteurs du Gard souhaite passer des paroles aux actes pour que les jeunes agriculteurs se réunissent enfin en CUMA. L'entraîneur des Crocos de Nîmes Olympique honoré est aujourd'hui un point presse, aujourd'hui mercredi 18 février 2009, un point presse au cours duquel il est revenu sur la rencontre face à Lens, celle contre Troyes et le match à venir contre Tours, et il précise qu'il est venu sur Nîmes sur un coup d'affection. Un florilège des propos tenus par Jean-Michel Cavalli qui seront plus largement développés demain jeudi dans Croco Plus les prolongations. Un compte rendu de Nicolas Fabre. Je pense que vous vous rendez compte, c'est que je reste quand même imperturbable. Et dans les défaites et dans les victoires. Hein. Dans l'absolu, j'ai eu les garçons qu'il fallait, on ne pouvait pas faire plus. Et c'est déjà très bien d'avoir pu le faire. Et c'est tout le mérite. Parce que de temps en temps, il faut quand même faire des retours au président. Là, vous vous posez la question comment on va jouer à Tours. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. Vous avez raison. L'ambition peut-être. Peut-être l'ambition. Parce qu'il paraît qu'en jouant en 4-4-2, on a l'ambition, en 3-5-2, on n'en a pas. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait rire, et voilà, ce qui me fait rire, c'est qu'on puisse donner des étiquettes à des organisations en disant on n'a pas eu une équipe trop timide parce qu'elle a joué en 5-3-2. Puis bon, on a fait reculer Lens sur la fin. Sur les 15 dernières minutes, Lens a reculé. Vous faites reculer le leader chez lui devant 28 000 spectateurs, c'est pas comme si Nîmes recule à 5 minutes de la fin pour conserver le résultat. Hein. C'est la même chose. Hein. Sur le penalty, il y a un penalty pour nous. Mais moi je pleure pas, ça m'intéresse pas. Le match est terminé, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais aller raconter quoi? Qu'à un moment donné, on n'a pas fait match nul parce qu'il y a eu un penalty oublié, mais on en a eu 90 de minutes pour mettre un ballon au fond. Mais j'avais dit dans les vestiaires avant le match de Troyes, le match que vous avez fait à Lens masque une victoire. Ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est que ce soit le coach qui s'adapte aux circonstances et pas que le coach fasse jouer son équipe avec sa philosophie. S'adapter aux circonstances, on a compris, on aime bien le rendez-vous du mercredi avec Jean-Michel Cavalli. Un mot de football encore, Philippe, avec les Arlésiens qui étaient en déplacement hier à Rodez. C'était l'occasion de faire une bonne affaire ratée puisque 2 buts pour les Ruthénois et 0 pour les Provençaux. Ça donne au classement rien de bien modifié puisque Rodez était très loin au classement et Arles reste à 40 points. Loin derrière la Valistre, les leaders de ce championnat national, mais avec quand même un petit peu d'avance sur Cassis-Cardoux. Attention, la rencontre à venir est très intéressante puisque Cannes viendra à Arles. Ce sera au stade Fournier samedi soir, 18h normalement. 34 points, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Il a tourné dans plus de 200 films et pièces de théâtre et a eu la chance de côtoyer les grands noms de la chanson, de l'opérette, du cinéma et du théâtre. Jean Franval, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a aussi et surtout interprété des œuvres de Marcel Pagnol avec sa troupe de théâtre basée à Tarascon. À bientôt 83 ans, aidé d'une voix de stentor, il se livre à notre micro et se raconte. Et plus il se raconte, et moins on se lasse à se surprendre à l'écouter, moins on se lasse. Je vous propose ces extraits tirés d'une rencontre décidément pas ordinaire. En plein cœur de février, du côté de Port-Saint-Louis-du-Rhône,
La Sansouire est baignée par les rayons d'un soleil d'hiver qui éclaire mais ne réchauffe pas. C'est dans un cabanon familial, en compagnie de Galiote, Christian, Billy et Daniel, que nous rencontrons Jean Franval, chanteur, acteur, comédien de talent et grand défenseur de l'œuvre de Marcel Pagnol. Même s'il a interprété des milliers de fois les classiques issus de l'imagination de l'écrivain, dramaturge et cinéaste provençal, Jean Franval, bien aidé par une voix de stentor, a commencé par la chanson. Ben écoutez, j'ai commencé ma carrière à Nîmes. C'est pas loin, je suis né à Tarascon, et un jour il y a un monsieur qui s'appelait Max Théo, qui a organisé un grand concours de chant Nîmes qui s'appelait à l'époque, je vous parle, c'était en 1951, ou 50 ou 51, on chante dans mon quartier. Et la finale que j'ai gagnée aux arènes de Nîmes. Et le premier prix de ce concours était passer en attraction pendant 8 jours au cinéma Le Corona à Nîmes. Et pendant 8 jours, j'ai chanté mes 4 chansons à l'entracte de l'après-midi et mes 4 chansons le soir à l'entracte du soir. Et puis, vu le succès que ça a fait, je chantais à l'époque des chansons de Mestral et d'Yves Montand. Et d'Yves Montand, oui. Et puis, vu le succès que j'ai eu, j'ai dit, mais pourquoi pas en faire mon métier. Plus tard, un certain Joseph Bouglione lui ouvrit les portes de la gaieté lyrique et l'opérette avec André Dassary, Luis Mariano et le ténor Rudy Irigoyen. Ensuite, c'est aux côtés de Fernand Reynaud que Jean Franval entretient une complicité scénique pendant 5 années avant que l'acteur Jean-Marie Amato ne l'encourage à entreprendre une carrière de comédien. Ainsi, pendant plus de 60 ans, cet ami de Fernandel et Paul Prébois a tout donné au public en se partageant entre César Marius, la femme du boulanger, Fanny Reguin et autres œuvres qui ont eu la Provence pour cadre. Aujourd'hui encore, lorsque Jean se raconte, on l'écoute sans se lasser. Jules le Vieux Cheval, Lou Bramaire, Simbeu de la Manade des Bernacles, l'accent ou plus simplement l'acquisition de son premier costume. Eh bien, j'ai retrouvé à Paris, il tenait un bistrot, enfin il était responsable d'un café au quartier latin qui s'appelait La Brocherie. C'est un copain que j'ai fait des années, je l'ai toujours, puisqu'il y a un mois je l'ai revu à Saint-Laurent-des-Gouzes, il s'appelle Jean-Marc Allègre. Effectivement, j'avais besoin d'un costume de ville, et vu ma taille, 1m91, à l'époque je faisais 89 kilos, j'étais grand, jeune et beau, mais il fallait que je m'habille sur mesure et j'avais pas les moyens. Et je dis ça un jour à Jean-Marc, il me dit, mais tu vas voir, moi j'ai un copain tailleur, c'est mon ami, il te fera le costume à crédit et tu le payeras quand tu pourras. On s'est donné rendez-vous et on s'est retrouvé à monter 7 étages sans ascenseur dans un vieil immeuble du côté des Invalides. J'ai ouvert cette chambre de bonne et il y avait un monsieur de mon âge, aussi grand que moi, qui était sur une machine à coudre encore avec les pédales. C'était pas encore électrique, il fallait bouger les pieds pour agiter les pédales. Il m'a fait choisir un tissu, il m'a fait le costume, je l'ai payé quand j'ai pu le payer, mais je l'ai payé. Et ce monsieur s'appelait à l'époque Jean Bousquet, c'est devenu Cacharel. Voilà. Ce jour-là, les rayons du soleil de février qui filtrent par la fenêtre du petit cabanon de Port-Saint-Louis-du-Rhône nous a vraiment réchauffés. On en apprend des choses ce soir, Damien Allary pour la mairie de Nîmes et puis Jean Bousquet qui a fait le premier costume de Jean Franval. Eh oui, tout à fait. Extraordinaire, merci beaucoup pour ce reportage. Philippe, vous avez un invité. Oui, c'est Jérémy Brunet. Pas n'importe lequel, attention. Ah non, pas n'importe là, je crois que... Alors, c'est... Waouh, moi je fais waouh. Alors c'est Jérémy Brunet, mais c'est Lorraine Simard, notre collaboratrice musicale, qui l'a amené... C'est Demande-moi de m'arrêter. Jusqu'ici. L'association Demande-moi de m'arrêter, ouais. Voilà. Alors, non seulement pas vous le demander, mais je crois que ça continue tout ça, avec un groupe américain qui vient en visite à Nîmes. Exactement, SSM, un groupe qui vient de Détroit, un groupe de rock. On propose un concert demain soir, 21h. Est-ce que vraiment un groupe peut encore venir de Détroit depuis les Stooges? Ah, c'est peut-être pas au niveau des Stooges, mais en tout cas, c'est une bonne découverte. C'est à voir, c'est un cocktail assez explosif du rock, un peu de garage et un soupçon d'électro. L'alchimie est assez compliquée à faire, mais sur ce 10e album, ils réussissent plutôt bien. Ouais, c'est un power trio qui est largement influencé par ce qui a été fait avant, mais qui a un clavier en plus, donc qui fait un peu plus de mélange, qui propose quand même un petit peu plus de mixité entre ce qui peut être industriel, l'industriel. Qui est plus dans l'air du temps, tout simplement, en fait. On assiste à un véritable mélange des genres aujourd'hui dans le monde de la musique, que ça soit dans tous les styles, que ça soit dans la pop, le rock, et là c'est en l'occurrence du rock garage.
Et par exemple, on avait fait jouer les 22 Piece Pierco en novembre dernier. Et eux, ils ont déjà 20 ans de carrière. Et déjà, dans les fin des années 80, ils expérimentaient le rock garage avec des synthétiseurs. Et d'ailleurs, on avait eu un très bon accueil pour ce concert. On avait réussi à faire un concert à guichet fermé. Et on espère que les gens qui ont aimé 22 Piece Pierco... On peut le découvrir en image, hein, un extrait. Oui, tout à fait, on va découvrir un extrait. Clip, voilà, que vous nous avez amené, SSM. Voilà, vous avez entendu le titre, ça s'appelle Déjà vu. Ce que vous n'avez pas vu, c'est l'agitation de nos chevelures virtuelles avec Philippe. Mais donc nous avons deux concerts, secouer le bulbe, voilà, au rythme de ce rock garage. On a compris, enfin du vrai rock garage. Enfin, ouais. Voilà, du vrai. Au Libanim, au Libanim demain, qui n'est pas un garage, le Libanim, qui est bien un restaurant. Oui. C'est leur second album. Ils ont fait que 2 albums finalement. 2 albums, ouais. Mais il y a déjà du vécu. Ça tourne très très bien. Il y a du déjà vu. On a compris. Jérémy Brunet, merci beaucoup. Merci à vous. Philippe, d'autres informations? Non, terminé, Pierre-Paul, pour terminé pour ce soir. Pour finir ce journal et cette émission, je vous propose un portrait d'entreprise. Ils s'appellent Nicolas Crégu et Laurent Duport. Ils ont créé à Nîmes une entreprise que vous connaissez peut-être. Elle s'appelle C+D Architecture. Portrait d'architecte avec Nicolas Pinchino. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. En 1995, on a obtenu le projet de la réalisation de l'école primaire de Metz-de-Ville qui est devenue maintenant l'école André Chanson. Donc c'est une école avec 8 classes, une école primaire à partir de laquelle on a commencé à travailler ensemble avec Nicolas Crégu. Aujourd'hui, on est une petite équipe d'une douzaine de personnes, avec des architectes qui sont pour la plupart d'entre eux très jeunes. On a pour habitude de travailler avec des architectes récemment diplômés afin essayer de les aider à entrer dans la profession. Il y a plusieurs manières d'obtenir des opérations. La première, c'est par rapport à des marchés publics, c'est-à-dire lancés par des collectivités locales ou territoriales. Et ça se fait par l'intermédiaire de concours d'architecture. Et puis, bien évidemment, les commandes privées, où là, des particuliers viennent faire appel à nous pour construire soit des maisons individuelles, soit des locaux dans lesquels ils vont plus tard travailler. Les différentes étapes, elles sont les suivantes, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où il y a une demande de construction, il y a l'élaboration d'un programme, et à partir de ce programme, il y a une transformation en termes à la fois de volumétrie, de style et évidemment d'insertion de la construction soit sur un terrain, soit dans la ville. Et actuellement, notre projet le plus important depuis 1995, c'est la construction du lycée Pierre Mendès France à Montpellier.
Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre vous ont présenté ce programme. Et comme on nous a demandé d'arrêter, on va abréger avec dans un instant le carrousel, normalement une sélection cinéma en l'absence de Marlène Laroche, avec une rencontre à un écrivain qui nous a sorti un portrait de Belmondo, Belmondo l'incorrigible, Attendido Sud à 21h avec Christophe Chier qui reçoit Fabrice Copin et Hugo Cazeneuve que l'on retrouve les deux, l'un comme réalisateur et l'autre en portrait dans un très beau film, Première épée, le parcours de Hugo Cazeneuve à l'école taurine d'Arles. Voilà pour la soirée de Télémiroir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Télémiroir.